qui est ma toute première à la France. Elle portera sur l'image et la perception des terrains vagues et autres espaces résiduels. Mon objectif est de vous partager, d'une façon qui conjugue différentes théories scientifiques, observations personnelles et réflexions impressionnistes, ma vision sur ce type de lieu, mais surtout pourquoi il m'inspire. Il est important que je précise que les espaces en friche sont modelés depuis ses tout débuts ma pratique de créateur. Moi, j'ai une pratique en création, surtout en art visuel, en installation et en design environnement. Un peu de design d'Internet. Mais je suis professeur en design graphique, alors je suis un peu entre plusieurs chaises. Donc, ma réflexion est partagée entre celle d'un praticien et d'un académicien. Mais ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que la question que je désirais poser aujourd'hui a subi une certaine mouvance dans la dernière semaine. En fait, je suis parti de l'idée de décrire les espaces résiduels pour tenter d'expliquer que les limites sont au cœur du lieu. C'est une idée qui revient souvent m'habiter depuis le début de ma pratique. Et je crois que j'ai réussi à l'articuler. En fait, vous me direz si j'ai raison à la fin de la communication. Donc, tout d'abord, pour débuter le parcours, je crois que c'est la seule image là, qui n'est pas de moi dans cette présentation-là. C'est une image qui est tirée d'un livre qui s'appelle Everything Science, qui est un livre sur la cartographie. J'aimerais qu'on se pose la question qui est au centre du colloque. En fait, qu'est-ce qu'un terrain vague dans la ville contemporaine? Prenons par exemple la ville de Montréal. Essayons de penser aux endroits terrains vagues qu'on croise au fil de nos parcours, nos visites, nos activités quotidiennes. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en subsiste beaucoup? Quelle est leur dimension? Qu'est-ce qui les compose? À quoi ressemblent-ils? Sont-ils bordés de clôtures, par exemple? Est-ce qu'ils sont accessibles? Mais moi, la question qui m'intéresse le plus est qu'est-ce qu'ils représentent vraiment pour vous et pour moi? Quelle est la signification de ces lieux en friche, ces lieux qui viennent ponctuer et ce que je pourrais dire, en quelque sorte, découdre la trame urbaine? J'emploie ce mot car la perception populaire face à ces espaces, de la part surtout des administrations publiques, est souvent plutôt péjorative. On s'entend péjorative. Mais que représentent ces lieux en friche pour les citoyens? Sont-ils des lieux en attente d'une requalification ou bien sont-ils pertinents dans leur état anthropique? En fait, considérons-nous uniquement ces espaces comme en transition, c'est-à-dire en attente d'une revalorisation, ou bien des lieux dépositaires d'une mémoire du lieu et véhicules de valeurs qui pourraient être pertinentes pour nous? Vous aurez sans doute compris que mon parti pris est que ces espaces participent à la construction identitaire d'une ville et qui sont essentiels à la diversité urbaine. C'est ce que je crois. Je pourrais même dire que nous avons plus que jamais besoin de ces lieux, mais encore plus des valeurs qui les véhiculent. Alors, la prochaine question auquel je devrais répondre serait la suivante. Quelles valeurs ces lieux transmettent-ils pour qu'ils nous semblent pertinents d'y adapter? Il y en a plusieurs, mais fondamentalement, je crois que les valeurs enfouies au cœur du terrain vague sont à l'opposé, on peut dire un peu à contre-courant de cette mise en avant-plan par notre société de consommation hyper moderne. Ces friches, ces zones limitrophes qui se situent entre le public et le privé, ces lots vacants, ces ruines industrielles font tous partie du palimpseste qu'est la ville. Tous ces espaces délaissés contribuent à la définition de l'identité d'une ville et surtout à en enrichir l'expérience, surtout lorsqu'ils sont laissés en leur état de délabrement. Dans leur état non normalisé, ces lieux nous permettent d'envisager une dilatation des usages et fonctions urbaines et de ce fait, sont des lieux privilégiés pour catalyser des modalités d'occupation différentes au sein de la trame urbaine. En d'autres mots, pour renouer avec des devenirs disqualifiés par l'économie, le développement et la somme des productions marchandes. Et la meilleure façon de parler de ces espaces serait d'essayer de les définir, ou en fait d'apporter une certaine définition, ou un peu une même définition. Certaines personnes nomment ces espaces indéfinis, mais moi, je n'aime pas cette qualification. Comme certains penseurs aussi prétendent, en fait, qu'ils disent qu'il y a des non-lieux. Pour moi, un non-lieu, ça n'existe pas. En fait, selon ma pratique et ma vision. C'est comme dire qu'un espace occupé, habité même le temps d'un court passage, ne posséderait pas une identité de qualité qui le définirait et qui permettrait pour nous de s'y identifier. Pour moi, c'est impossible. Okay? Mais je vais y revenir un petit peu. Une cause probable de cette qualification viendrait sûrement de la difficulté de s'identifier avec les valeurs qui sont véhiculées par les espaces en friche.
Alors justement, quelles sont ces valeurs? Pour essayer d'exprimer un petit peu ma pensée face à ça, j'aimerais juste introduire ici le concept du lieu, en fait la façon que je perçois cette idée-là du lieu. Le caractère et l'identité d'un lieu se concrétisent par l'interaction de deux composants. C'est très impressionniste, mais bon, c'est ce que j'appelle le paysage physique et le paysage imaginaire. Le processus central qui est à l'œuvre doit se résumer à la mouvance d'une considération quantitative d'un site vers une définition qualitative. Cette mouvance opère à travers l'interaction de deux groupes d'éléments qui composent un espace, ce que je nomme le paysage physique et imaginaire, ou en d'autres mots, l'interaction entre les éléments physiques d'un espace, et là, on peut comprendre le climat, la végétation, la faune, la morphologie, les éléments construits, tout ce qui est tangible et physique, et les éléments plutôt culturels, les usages, l'histoire du lieu, la mythologie, les mémoires, en fait, les possibles aussi. En fait, un site devient un lieu lorsqu'il est habité. Et habiter un lieu signifie pactiser avec l'esprit et les daimons présents, comme expliqué par Norbert Schultz dans son ouvrage sur Genius Logic. Donc, autant dans ses contingences physiques que culturelles. C'est à travers cette rencontre entre le versant physique et le versant projectuel, ou imaginaire, qu'un sens du lieu émerge et que son identité se définit. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je propose d'appeler le terrain vague, parce que ma considération des terrains vagues est un peu plus large que juste le terrain vague, ce que je veux parler aujourd'hui. On pourrait appeler ces types de lieux-là des espaces résiduels ou des espaces limitrophes. On a entendu parler ce matin dans les autres présentations. Et ce sont des espaces qui possèdent dans leur sein plusieurs frontières. En fait, ces lieux deviennent, de par l'inscription dans la trame urbaine, des espaces de transition entre ces mêmes espaces définis. Souvent situés entre deux chaises, entre deux définitions claires. Ces lieux peuvent être des zones entre le public et le privé, des terrains en friche, des lots vacants occupés par la communauté, des bâtiments abandonnés, des ruines industrielles, ou même des objets et infrastructures oubliés, laissés à l'abandon. Et là, j'ai un petit exemple là-dessus. Ça, c'est une image tirée aussi du blog HyperArt de Thomason. Il présente des artefacts urbains obsolètes, ou des bouts d'escalier qui mènent nulle part. Des rails de chemin de fer finissent abruptement enfouis, des rambards qui témoignent d'un escalier, maintenant démolis. Je vais vous donner un exemple ici. C'est l'artiste japonais Akesegawa Kente qui a dédié une grande partie de son œuvre à ce travail sur les objets obsolètes. Ces artefacts portent en eux une mémoire du lieu qui rappelle certains usages que le lieu a pu connaître au fil du temps. Des artefacts et objets qui sont les résidus d'un autre temps, d'autres usages, la mémoire physique du lieu en fait. Ces objets sont intéressants car ils détonnent avec les objets fonctionnels du mobilier urbain. Ce sont des objets qui ne remplissent aucune fonction, mais qui s'adressent plutôt maintenant à notre imaginaire. Hein? Des objets résiduels, à l'image des lieux résiduels. Ces objets sont un peu à l'image du terrain vague. Ces flous imprécis de la ville qui participent néanmoins à l'identité de celle-ci. Même si leur fonction demeure imprécise ou obsolète. Ces espaces nous invitent plutôt à rêver, à déambuler, à entrevoir des mondes possibles, passés ou futurs. Dans les mots de Marc Auger, dans son ouvrage, justement sur les non-lieux, quand même un extrait que je trouvais assez pertinent. N'était-ce pas aujourd'hui dans les lieux surpeuplés où se croisaient en s'ignorant de milliers d'itinéraires individuels que subsistait quelque chose du charme incertain des terrains vagues, des friches et des chantiers, des quais et de gares et des salles d'attente où les pas se perdent. De tous les lieux de hasard et de rencontre où l'on peut éprouver fugitivement la possibilité maintenue de l'aventure, le sentiment qu'il n'y a plus qu'à voir de nous. Donc, ce qui apparaît clairement est qu'un espace résiduel possède une mémoire et une identité singulière, et donc pas un non-lieu, mais plutôt un lieu qui ne posséderait pas de fonction claire ou précise au sein du système urbain. Moi, je pense qu'il répond à une fonction essentielle qui repose un petit peu sur la subversité, des usages en marge, et surtout son dépositaire de valeur à contre-courant. Et c'est là que je dis qu'ils nous permettent de recoloniser l'espace de notre imaginaire.
juste vous montrer, juste expliquer cette image-là qui est intéressante parce que ça témoigne d'une territorialité assez forte. C'est sur la côte de Sendai que j'étais allé visiter en 2012, qui avait été ravagée par le tsunami un an plus tôt. Puis c'était de l'eau de cet habitant-là. Sa maison avait été ravagée, mais il voulait continuer d'habiter sur son espace. Il avait construit avec les matériaux qu'il avait trouvés. Il avait réussi à récupérer pour pouvoir continuer à habiter dans son lieu. C'était le seul sur la côte. Donc les terrains vagues, après leur abandon par les propriétaires, accueillent souvent la prolifération de végétaux indigènes colonisateurs. Si on peut parler un peu de leur image ou de leur perception. Ici, on a la verge d'or. Et on retrouve aussi des peupliers, des bouleaux. Bon. Ces derniers sont en fait les premiers arbres à apparaître lors de la régénération d'une forêt, quand on parle de forêt. Ces végétaux représentent bien l'idée d'un terrain en friche, donc un terrain nouvellement recolonisé par la nature, mais abandonné, parce qu'abandonné par l'homme. Ce type de végétaux contribue à renforcer la présence d'un temps cyclique. Ça, c'est important. D'une part, à cause de leur condition de plantes colonisatrices, mais d'autre part, de par leur croissance spontanée. Car bien que tout le monde célèbre la présence de nature en milieu urbain, celle-ci se présente la plupart du temps d'une façon paramétrique, organisée, aseptisée. On n'a qu'à penser aux parcs qui sont aménagés d'arbres aux formes régulières, prévisibles, ingénierisées. On peut connaître la superficie du foliage, l'étendue maximale de celui-ci, la hauteur maximale que l'arbre atteint. Cette expérience de nature détonne avec l'expérience de la friche ou des terrains vagues. On assiste plutôt à quelque chose plus près de la nature sauvage, d'incontrôlée, de spontané. La forêt qui n'est pas apprivoisée, en fait. Un peu plus près de l'image de la nature qui n'a pas été touchée par la volonté de l'homme. Et la plupart du temps aussi, les terrains vagues accueillent des objets et des détritus de toutes sortes. Souvent, qu'ils soient des traces des usages ou des bâtiments d'origine, ou soit des ordures abandonnées sur les lieux, le résultat est le même. Nous sommes en présence de la ruine. C'est à quoi les végétaux, objets, les traces, les textures, les images et odeurs des espaces résiduels conjurent et interpellent en nous. C'est l'idée de l'entropie, de la désorganisation, de la... Et ces concepts sont très polarisants en nous. Et pourquoi la ruine exerce-t-elle cette fascination et en même temps cette aversion? Il faut d'une part interroger les aspects physiques, mais surtout l'incidence de cette matérialité sur notre propre corporalité. C'est à la suite de ce constat que nous pouvons comprendre l'effet de ces lieux afin de relever les valeurs de ces espaces. Comme exprimé par Jocelyne Lupien, qui viennent déverrouiller. Car selon la professeure, les œuvres d'art et l'expérience esthétique offrent toutes, d'une certaine façon, une expérience de déverrouillage sensoriel. Un déverrouillage qui fait mieux comprendre l'apparente incohérence du monde qui nous entoure et la densité du monde psychique et affectif qui motive nos actions et nos représentations. Si l'image de la ruine est plutôt négative, c'est principalement à cause de sa matérialité et c'est qu'elle est bonne. Les espaces résiduels sont souvent parsemés de traces et de détritus, de marques et des graffitis, bien des objets laissés par on ne sait trop qui. Et notre société a horreur des traces qui lui rappellent l'idée du temps cyclique, qui invoque l'idée de finitude. Donc, un des problèmes que la ruine semble soulever, c'est que notre société refuse de vieillir. En fait, la majorité des objets actuels sont conçus pour être beaux dans leur jeunesse, dans leur nouveauté. Que l'expérience esthétique de ces matières en soit une calquée sur les qualités incarnées par la jeunesse, qu'aucune patine du temps, comme Ezio Manzini l'appelle, la patine du temps, ne puisse venir progressivement à modifier l'apparence, la texture, le fini, la bonifier, certains pourraient dire. Les résultats dans le temps avec les nouvelles matières et objets sont souvent malheureux. Ici, on a un petit personnage qui est dans les livrets d'instructions de montage. Bon, je ne condamne pas ce type d'objet, tout comme vous, j'en possède. Des meubles qui craquent et brisent lorsque trop sollicités, même si on leur ressent les vis à toutes les années, comme suggéré par le fabricant. Ça ne vieillit pas bien avec les années. C'est vite acheté, vite consommé, vite remplacé.
Ces artefacts et notre culture matérielle sont une belle représentation des valeurs de notre société actuelle. Peu d'intérêt à investir dans des objets qui perdurent et vieillissent. Plutôt que de se blâmer, par contre, il serait intéressant de comprendre pourquoi, en fait, d'essayer de voir pourquoi nous sommes attirés par ces objets. La ville moderne, bien que parsemée de matières qui portent certaines traces du temps, comme on peut penser des monuments, des vieilles façades, est plutôt un endroit qui célèbre l'actuel. Bien entendu, la ville possède ses monuments et ses bâtiments patrimoniaux, mais force est de constater qu'il n'y a plus d'intérêt pour conserver des traces qui témoignent du passage du temps. Et ici, je m'aventurerai à dire ces échecs. C'est souvent ce que le terrain vague est un témoin d'eux, et qui sont en fait de palimpsestes. La ville actuelle est un endroit parsemé d'objets et de bâtiments qui sont construits avec des matières qui ne peuvent acquérir de patine du temps, et devenir nobles au fil de leur utilisation et de leur vieillissement. Une des raisons pour ceci est que les matières contemporaines sont plutôt conçues pour être attrayantes lorsqu'elles sont dans leur état de nouveauté. Les nouveaux matériaux ont des courbes d'obsolescence très différentes des matières d'autrefois. La pierre taillée, le bois lavé. C'était fait pour durer. Il est très difficile, avec ces matériaux-là aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une appréciation fine du passage du temps. La vue des ruines et des friches industrielles détonne, car elles nous mettent en relation directe avec les réalités de l'œuvre du temps. Les ruines contemporaines sont une dichotomie visuelle en opposition avec l'image de la ville hypermoderne, qui se comparait plutôt à un espace saturé de présence éphémère, sans histoire, sans mémoire. Et cette idée de la ruine s'apparente à l'idée de la perte, et ce fait vient nous solliciter dans des zones profondément enfouies. C'est donc le passage du temps qui est rendu manifeste à travers les fragments subsistants. La vue d'une ruine peut engendrer un sentiment de subjugation profond, car elle met le contemplateur en relation avec le processus de transformation de l'œuvre. Cette expérience, car il faut parler d'une expérience plutôt que d'un spectacle, engendre, selon Sophie Lacroix, une conscience de notre destinée et participe à une esthétique du sublime qui dispose à s'oublier soi-même. Comme dans le cas de l'expérience esthétique, la seule vue des ruines et de la terrain vague sollicite les modalités sensorielles de celui qui le regarde. C'est-à-dire que l'expérience esthétique qui est générée par l'expérience de ces lieux, c'est un au-delà de la seule expérience visuelle. En effet, plusieurs autres modalités sensorielles entrent en jeu et produisent des effets cognitifs et affectifs profonds. L'expérience esthétique des matières et du paysage retrouvés dans ces espaces génère en nous un effet plutôt dysphorique. L'expérience des ruines, qu'elles soient créées par les actions des hommes, guerre, destruction, abandon, ou le simple effet de l'usure du temps, nous met en contact avec quelque chose qui reste à se définir, mais également avec ce qui a été perdu à jamais. Elles nous font éprouver que nous sommes en présence d'une expérience bouleversante, celle de la perte, que nous identifions comme la croix précise, identique à l'impossibilité qui est au cœur de l'existence. Les terrains vagues et les friches industrielles inspirent donc une intense réaction qui détonne avec l'expérience urbaine à laquelle nous sommes habitués ou même conditionnés. Par contre, l'expérience du terrain vague et des ruines dans leur aspect attractif, si l'on s'ouvre à cette possibilité, peut procurer un sentiment de découverte qui s'apparente au voyage. En fait, la rencontre d'un espace sauvage, en friche, en quelque sorte primal, décousu de la trame urbaine, qui offre un point de vue différent. Cette altérité qui permet d'entrevoir des possibilités trop souvent oubliées ou mises de côté par les systèmes dominants. Donc, la ruine égale l'expérience de la perte, de la mort, du temps qui passe, mais également porte en elle une promesse. Toutes les possibilités enfouies au sein de l'expérience humaine. En conclusion, j'aimerais ramener l'idée que je vous ai introduite au début de ma communication, comme quoi les limites sont au cœur du lieu. En fait, les lieux résiduels et limitrophes sont des espaces de transition, situés entre des eaux claires, des zones qui se définissent par leur contour et leur séparation, parce qu'ils les circonscrivent par le fait même, les révèlent par leur contraste. Autrement dit, les espaces résiduels se définissent par la différence avec les aménagements et constructions urbaines normalisées qui les bornent et les limitent. Les terrains vagues et espaces liminaires nous appellent à transgresser les normes, de traverser les frontières, de repousser les limites, par le fait d'avoir le sentiment d'une certaine prise sur elles, tout au moins de mieux les connaître, de mieux les percevoir et les sentir. Comme les enfants explorent leur environnement pour en connaître les contours, pour en déceler les fondements et interactions,
Les espaces visuels sollicitent notre corporalité et ouvrent notre imaginaire à un océan possible. Ce sont des espaces de dilatation qui nous permettent d'entrevoir d'autres façons d'occuper le territoire urbain. Comme Pascal Nicolas Lestrade dit, ces interstices de la ville sont là pour nous rappeler que la société ne coïncide jamais parfaitement avec elle-même et que son développement laisse en arrière-plan nombre d'hypothèses non encore investies. Et ces possibles sont non seulement des constructions ou usages en devenir, mais également des façons d'entrer en relation avec l'environnement, notre monde et nos contemporains. L'acte d'habiter ne peut se réaliser que lorsque notre imaginaire a pu saisir l'esprit du lieu ou en quelque sorte pactiser avec lui. De saisir ce que le paysage physique informe du paysage imaginaire et vice-versa. La ruine, le terrain vague, les friches urbaines, malgré leur connotation a priori négative, portent donc en eux un potentiel et une multiplicité de possibles qui ne demandent qu'à être perçus individuellement pour contribuer à notre émancipation collective et réussir à notre façon avec les contingences de notre temps. L'acte d'habiter. Les interstices urbains nous offrent une disponibilité d'un côté physique et de l'autre projectuel, côté imaginaire, pour y arriver. En fait, une disponibilité autant dans le paysage imaginaire que le paysage physique, qui peut donc s'adresser autant à notre intellect qu'à notre sensualité.